des informations économiques, les conséquences, les cycles, les causes et les effets, mais je vais parler, véritablement ceci, donc de pierres précieuses d'investissement. Voilà, ce sera un live relativement court parce que je n'ai pas l'intention de m'étendre de trop. Et de toute façon, soyons clairs, je ne suis pas un gémologue. Hein, ça s'appelle comme ça, les spécialistes des pierres. Pour faire des études de gémologie, vous le verrez tout de suite tout à l'heure, c'est minimum 3 ans d'études approfondies que je n'ai pas en gémologie, donc je ne suis certainement pas un gémologue averti. Bon, par contre, je me suis amusé à quand même faire des recherches. Pourquoi l'or et pourquoi les pierres précieuses? Pourquoi est-ce que les pierres précieuses sont aussi intéressantes que l'or en matière de placement et en matière de sauvegarde du pouvoir d'achat? Et là, j'ai trouvé quand même pas mal de réponses. Et c'est ça que j'aimerais partager avec vous ce soir. Alors, les photos que vous voyez devant vous, eh bien, en haut à gauche, ce sont 3 pierres, donc un rubis, une émeraude et un saphir brut, c'est-à-dire sorti de terre, tel quel. Voilà ce que c'est, enfin, voilà un exemple de pierre sortie de terre. Et la même chose, mais cette fois-ci taillée, en bas à droite. Vous voyez que la pierre taillée, ça a quand même un peu plus de gueule que les pierres brutes, mais il faut des pierres brutes pour avoir des pierres taillées, bien évidemment. Donc voilà, commençons tout de suite cette exploration du monde des pierres précieuses d'investissement. Commençons par l'origine des pierres. Ben, les pierres, ça vient des mines, et ces mines se trouvent où ça? Ben, pour les rubis, essentiellement, et les plus belles pierres, les plus beaux rubis du monde viennent tous de Birmanie, qui est aujourd'hui appelé le Myanmar, d'accord, dans la vallée du Mogok, d'accord, qui sont c'est là qu'on trouve les fameux rubis sang de pigeon qui ont une couleur absolument extraordinaire, qui sont les plus prisés et les plus chers. L'ennui, c'est que le nombre de pierres dites d'investissement sont en déclin. Alors, une chose que je dois vous dire, que je n'ai pas mis dans les planches, c'est que les pierres d'investissement, ce n'est rien d'autre que des pierres qu'on trouve dans les mines, mais je dis bien qu'on trouve, on ne les cherche pas. Et sur une production totale de pierres, donc de gemmes, donc de saphir, de émeraude, de rubis, de tourmaline, de aigues marines et tout ce que vous voulez, ça représente un tonnage assez impressionnant. Et les pierres, quand je dis un tonnage, je parle bien de tonnes, donc de 60-70 tonnes par an. Mais le nombre de pierres, spécialement rubis, saphir et émeraude, donc rien que ces 3 pierres-là qui sont les plus recherchées en bijouterie comme en investissement, eh bien, cela représente une infime partie de la production annuelle, puisqu'on parle de 10 à 12 kilos par an de pierres qu'on trouve et qui sont de qualité pierres d'investissement, c'est-à-dire des pierres qui sont rarement, vraiment rarement, portés en bijoux, sauf les tout gros cailloux. Je vais vous montrer quelques-uns qui ont été mis en bijoux, heu, mais généralement, ces pierres-là sont gardées, comme réserve de valeur, dans des coffres et ne bougent pas. Donc ce sont des pierres qui sont achetées, mais qui, ont une telle valeur que, ben, on les garde comment dirais-je? Comme garantie du pouvoir d'achat de son épargne ou de son argent. Voilà, donc pour les rubis, les sangs de pigeons sont en déclin. Heureusement, il y a, quelques mines, particulièrement en Mozambique, et à Madagascar qui, produisent des rubis presque de qualité sang de pigeon, et on en trouve rarement dans ces pays-là. Donc vraiment, les rubis sang de pigeon du Myanmar, c'est ce qui est le plus prisé, qui peuvent avoir des prix dépendant de leur qualité, variant de 25 000 à 1 million d'euros, enfin de dollars par carat. Alors, vous vous rendez compte ce que ça veut dire? 1 million par carat. Sachez qu'un carat, c'est 0,2 grammes. Donc, c'est rien du tout. 1 million pour 0,2 grammes. Ce sont des pierres qui sont beaucoup plus chères que les diamants
en matière de réserve de valeur. Donc ça, c'est déjà une information capitale à entendre. Les pierres d'investissement ont vraiment une valeur plus importante en termes de réserve de valeur que les diamants, surtout si ce sont des pierres absolument impeccables. Je vous donnerai les critères d'une pierre impeccable tout de suite. Autre source de rubis, c'est l'Afrique de l'Est, particulièrement la Tanzanie et la Mozambique, d'accord. La société chez qui nous avons mis nos avoirs, Claudie et moi, est essentiellement, se fonde essentiellement en Mozambique, particulièrement dans le gisement majeur de Monte Puez. Voilà, ce sont des pierres très 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 prisées parce que d'abord, ça vient d'une mine qui est parfaitement régulée et d'autre part parce que ce sont des pierres d'une très grande qualité. Et enfin, bon, le Madagascar aussi, il y a des rubis à Madagascar. Pour les saphirs, les pierres bleues, les plus grandes sources sont le Madagascar, qui est le leader mondial avec 60% de la production, mais aussi le Sri Lanka, anciennement le Ceylan, donc dans la région de Ratnapura. Mais là aussi, les gisements sont en épuisement. De nouveau, c'est l'Afrique de l'Est qui est en train de se donner. Alors bon, ça c'est fou ça. Il n'y a pas de passage de... Ça vient de sauter. Oh, non, c'est pas vrai ça. Je comprends pas ce système, je comprends. Tu es sur quel... Sur X, je suis sur X. C'est fou ça. Donc il n'y a pas d'image qui passe. Est-ce que vous avez des images ou pas? L'image de mon slide, parce que ça passe chez moi évidemment, mais je sais pas pour... C'est revenu. Ah ben voilà. Ouais, mais c'est revenu, c'était parti. Ah bon, non, ça je comprends pas. Bon, je vais masquer la bannière, peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Mais donc, voilà. Décidément, la technique, il faudra. Si, oui, tout fonctionne bien, merci beaucoup. Bon, ben, mon épouse me fait presque des arrêts cardiaques là, parce que j'ai horreur de ça, des trucs. Non, mais tu n'y peux rien, ma chérie. Mais c'est incroyable, quoi. Bon, ça marche. Oui, j'ai l'image. Merci beaucoup. C'est très aimable à vous. Je continue. Donc, le Sri Lanka, avec des gisements en épuisement, c'est de nouveau l'Afrique de l'Est vers laquelle on se tourne, qui est en train de prendre des très très grandes parts de marché. Enfin, les dernières pierres, les émeraudes, viennent essentiellement de Colombie et de Zambie. Dans l'ordre, la Colombie, qui est le plus gros producteur mondial, ensuite la Zambie, et puis à nouveau l'Afrique de l'Est, qui est en train d'émerger en tant que producteur d'émeraudes. Alors, sachez que ces productions, évidemment, ces mines, c'est pas exactement. Donc, ceci, c'est pour vous situer où se trouve le Myanmar. Donc, je ne sais pas si vous voyez ma flèche qui tourne là. Oui, je crois que bien. Donc, le Myanmar, c'est ce qui est au nord de la Malaisie là, et du Vietnam. Donc, c'est l'ancienne Birmanie, d'accord, des Khmers rouges. Le Sri Lanka, c'est la petite île qui est au sud de l'Inde, anciennement Ceylan. Madagascar, c'est cette énorme île, presque un sous-continent, qui se trouve à côté de l'Afrique, à l'est de l'Afrique. Et puis juste en face du Madagascar, il y a le Mozambique et la Zambie. Mozambique qui est très connu pour les rubis, Madagascar pour les saphirs, 60% de la production mondiale. Et enfin la Colombie en Amérique du Sud, qui est très réputé pour ses émeraudes. Voilà. Alors, évidemment, il y a beaucoup plus de pays que ces 6 pays-là, mais ce sont les 6 pays les plus importants en termes de production, avec une chute de production, comme je l'ai dit, au Myanmar, au Sri Lanka particulièrement. Et donc, Madagascar, ça va, Mozambique, ça va, etc. etc. Donc, voilà. Ceci pour simplement situer géographiquement où se situent ces différents pays. Les photos que vous voyez maintenant, pardon, ce sont les mines principales. Alors, les mines du Valais du Mokok, donc le Myanmar, ce sont des mines à ciel ouvert. On a creusé, 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 mais ça reste à ciel ouvert. Et bon, étant donné malheureusement le niveau de vie de ces pays-là, eh bien, il y a une énorme population qui gratte à la main ou avec des petites pelles, etc., et qui passe leur journée entière à remuer des petits cailloux pour essayer de trouver
des diamants insertis ou insérés dans ces cailloux. La production de ces mines-là, c'est de l'ordre de à peu près une tonne et demie de rubis par an, dont évidemment 99,99999% est du diamant de qualité bijouterie, voire même pas de qualité bijouterie, simplement du diamant industriel qui est utilisé pour essentiellement la découpe, comme le diamant. On va voir pourquoi tout de suite. Euh, mais une micro-partie sont des cailloux suffisamment gros. Il faut minimum 3 carats, donc c'est-à-dire minimum 0,6 grammes pour que une pierre puisse être considérée comme une pierre d'investissement. Mais évidemment, une pierre de 0,6 grammes, de 3 carats, a une faible valeur par rapport à une pierre de 2 carats, 6 carats, 20 carats, etc. On va voir tout de suite ce que c'est que les carats et l'évolution des prix. Bon. Idem dito pour le Madagascar, aussi des mines à ciel ouvert avec une population très pauvre qui gratte là-dedans. Enfin, ils réussissent à se faire quand même un petit revenu. Ces mines sont généralement propriété de l'État, mais ça s'étend sur de tels territoires que c'est très difficile à contrôler. Néanmoins, il y a des systèmes de contrôle pour éviter que on achète de trop des pierres issues de l'esclavage des enfants, etc., etc. Ça existe malheureusement dans ces pays-là, mais bon, voilà. En tout cas, les sources d'approvisionnement de la société chez qui nous sommes clients, qui s'appelle DGM, c'est une abréviation. Eh bien, cette société s'approvisionne auprès de marchands reconnus dans le monde entier pour n'acheter que des pierres dites officielles, avec payant honnêtement le personnel qui les recherche. Et alors, en Colombie, les émeraudes, là, j'ai pas pu montrer, sauf à vous montrer une grotte toute noire, parce que les émeraudes, ça se trouve malheureusement en dessous du sol, dans les montagnes. Donc, ce sont des mines, on creuse des galeries, exactement comme pour le charbon ou pour l'or, et on extrait des pierres de là. Donc, la vallée des émeraudes en Colombie, c'est très connu. En Colombie, il y a une grande vallée où tout le monde recherche des émeraudes, où les montagnes sont de véritables gruyères. Partout, il y a comment dirais-je, des excavations pour rechercher les émeraudes. Ceci pour la petite histoire de l'origine des pierres. Alors, quelle est la composition de ces pierres? Eh bien, chimiquement, le rubis, c'est pour 980, enfin 99%, c'est ce qu'on appelle du corindon. Et le corindon, ce n'est rien d'autre que de l'oxyde d'aluminium. Et cet oxyde d'aluminium est complètement transparent. Il n'y a aucune couleur dans l'oxyde d'aluminium, sauf que dans ces pierres-là, il y a en général moins de 1% de traces de chrome. Et ces traces de chrome qui sont mélangées moléculairement à cet oxyde d'aluminium, eh bien, ce sont ces traces de chrome qui sont des éléments qui absorbent seulement la couleur rouge, d'où le fait, enfin la lumière ou la partie rouge de la lumière, du fait que ces pierres donc ne reflètent que de la couleur rouge. Il y a aussi d'autres possibilités. Il y a des traces de fer, des traces de titane qui vont affecter la teinte ou la clarté. Et ceci, c'est important. Pourquoi? Parce que imaginez que dans une pierre, vous ayez essentiellement du chrome, par exemple, sur le côté supérieur de cette pierre ici, et essentiellement du fer ou du titane dans le côté inférieur, ben vous avez une pierre de deux couleurs. Et donc, c'est pas joli parce qu'évidemment, on cherche des pierres de couleur la plus uniforme possible. Et donc, c'est pour ça que les différences de prix entre des pierres de même taille et de même coupe peuvent être absolument incroyables parce que c'est que 50% du prix de la pierre, c'est la couleur et surtout l'uniformité de la couleur. Alors, dernière information, ces pierres ont moléculairement une structure cristalline, hexagonale, comme vous voyez le petit dessin en bas à droite. Donc, vous voyez, chaque petite boule, c'est comme un atome.
d'accord, qui s'organisent en hexagones. Et l'organisation hexagonale, c'est l'organisation la plus solide dans le monde chimique. C'est pour ça que c'est cette structure cristalline hexagonale confère une dureté énorme à ces pierres-là, ce qui les rend bien évidemment très intéressantes pour la bijouterie. Imaginez que vous ayez une pierre sertie dans une bague, mais que la pierre elle s'effrite dès que vous touchez quelque chose. Ben, évidemment, ce ne sera pas très prisé, bien évidemment. Donc, il faut que un diamant ou une pierre comme un rubis ou un saphir ou une émeraude, ça doit être dur. Eh bien, la dureté d'un rubis est de 9 sur l'échelle de Mohs, qui est une échelle connue de dureté. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est l'échelle de dureté de Mohs classe les minéraux selon leur résistance à l'abrasion. D'accord. Ça veut dire, si vous prenez un minéral et vous grattez avec ce minéral quelque chose, est-ce que ça va créer une raie, ou si vous grattez quelque chose, vous grattez un minéral avec quelque chose, est-ce que vous verrez une marque ou non? Eh bien, vous pouvez toujours essayer de rayer un rubis, même avec un couteau pointu, vous verrez, il y aura jamais une trace, tout simplement parce que le rubis est beaucoup, beaucoup plus dur que le couteau pointu. Bon, et donc sur le plus dur, c'est le diamant à l'état pur, ça c'est 10 sur l'échelle de Mohs, et les rubis ainsi que les saphirs d'ailleurs ont une échelle de 9 sur l'échelle de Mohs en termes de dureté. Ceci pour le rubis. Passons maintenant au saphir. Et là, curieusement, le saphir, lui aussi, c'est de l'oxyde d'aluminium, absolument identique à celui du rubis. Seulement, la couleur bleue n'est pas due au chrome, mais due au fer et au titane. Et donc, c'est exactement l'inverse d'un rubis. S'il y a beaucoup de fer et des titane, enfin 1%, hein, c'est juste beaucoup, c'est 1%, maximum, généralement inférieur à 1%, de fer et de titane dans la pierre, ça va donner cet effet bleuté. Si c'est surtout du chrome, ça va donner du rouge et ça va s'appeler un rubis. D'accord. Voilà. Et donc, d'autres impuretés possibles, impuretés, c'est-à-dire ce n'est pas de l'oxyde d'aluminium pur, hein, c'est ça que ça veut dire. Eh bien, si par exemple on ajoute du chrome, ben, ça donnera une teinte rose ou rouge, proche du rubis. Si c'est du magnésium, du vanadium, ça pourrait donner des couleurs plus vertes, plus jaunes. Il y a aussi des rubis un peu teint jaune, que jaune blé, comme ça. Ça a nettement moins de valeur parce que c'est nettement moins demandé. Ce qui est le plus demandé, c'est évidemment, ce sont les pierres bleues. Voilà. Et pareil pour le rubis, c'est aussi une structure cristalline hexagonale avec une cotation de 9 sur l'échelle de Mohs en termes de dureté. Voilà. Et enfin, passons à l'émeraude. Alors l'émeraude, c'est pas du tout de l'oxyde d'aluminium, c'est du silicate d'aluminium et de beryllium. Vous voyez la formule chimique complètement, enfin, pour ceux qui ont fait de la chimie, ça peut dire quelque chose. Moi, j'en ai fait un peu, donc ça me dit vaguement quelque chose, mais j'imagine que pour la plupart d'entre vous, ça ne dit pas grand-chose. Alors, les traces d'impureté, aussi, de nouveau, sont dues aux traces de chrome et ou de vanadium, mais vu que c'est dans du silicate d'aluminium et non d'oxyde d'aluminium, eh bien, ça donne une couleur verte. Voilà. Avec de nouveau le fer qui pourrait donner des nuances de bleu ou jaune selon la concentration, ou du magnésium ou du sodium qui, eux, vont affecter plutôt la clarté ou la structure. Alors, l'émeraude est une pierre nettement moins dure que le rubis ou le saphir, puisqu'il a une dureté de 7,5 à 8 sur l'échelle de Mohs. Et je vous signale que c'est une échelle presque logarithmique, c'est-à-dire que 8 est 10 à 15 fois plus dur que 7, et ainsi de suite. Bon. Et donc, il y a aussi souvent dans des émeraudes des inclusions, qu'on appelle des jardins dans le terme technique, ou des micro-fissures. Et la tendance aujourd'hui, c'est de traiter ces micro-fissures avec de la résine de la même couleur. À l'œil nu, ça ne se voit pas, mais il faut comprendre qu'un gémologue repère instantanément ces pierres qui ont été tripotées, chipotées, et qui ont une valeur, même s'il y a
en termes de carats, le même nombre de carats qu'une pierre normale, eh bien, ça va avoir une valeur peut-être de 1/10 de la pierre sans traitement, sans résine, etc., etc. Alors, on peut chipoter aujourd'hui, il y a des moyens techniques de créer des fausses pierres ou d'améliorer l'éclat des pierres naturelles en les chauffant. Parce que, effectivement, les chauffer, ça permet de faire bouger légèrement la structure cristalline, d'exclure ou d'inclure des petites molécules de gaz ou d'air qui vont refléter la couleur de la lumière d'une autre façon et qui permettent d'augmenter l'éclat. Ça aussi, ça se voit très facilement et donc il faut comprendre que les pierres d'investissement, ce sont des pierres qui n'ont jamais été tripotées autrement que par la taille. C'est la seule chose qu'il y a, mais il n'y a jamais eu d'huile, jamais eu de résine, ça n'a pas été chauffé, ça n'a pas été traité chimiquement d'aucune façon, de façon à ce que ces pierres-là soient évidemment des pierres réputées naturelles et qui sont évidemment les pierres les plus chères du marché. Alors parlons un peu du volume annuel de ces marchés. Alors je vous ai fait simplement une représentation graphique, d'accord, entre l'or, les diamants et les pierres précieuses d'investissement. Je ne parle pas des pierres précieuses de bijouterie, je parle seulement des pierres précieuses d'investissement. Eh bien, en or, hein, pourquoi d'investissement et ça parce que je veux comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire des choses qu'on utilise pour comme réserve de valeur. Bon, eh bien, en volume annuel des marchés, on sort 3 661 tonnes d'or de terre en 2024. Graphiquement, je l'ai représenté comme un camion transporteur qui transporte un gigantesque camion de minier, ça s'appelle un camion minier. Le camion minier tout seul pèse à vide, sans sa charge, pèse déjà presque 80 tonnes. Et le truc, ce qu'il peut porter là d'un seul coup, c'est à peu près l'équivalent du poids. Donc un camion comme ça qui roule dans une mine remplie de cailloux, tout ça, ça pèse 160 tonnes. Si on y ajoute encore le camion transporteur, on est à 200 tonnes, juste pour donner une image. Ben, comparer ces 200 tonnes à une petite Clio qui pèse 1100 kilos, hein, c'est quand même une différence. Eh bien, ça, c'est ce que représente le volume des diamants, y compris les diamants industriels, dans le monde. La production de diamants dans le monde l'année dernière a été de 71 tonnes, dont évidemment approximativement 70 000 tonnes de diamants industriels complètement impropres à la bijouterie et 1000 tonnes de diamants de qualité, comment dirais-je, de qualité bijouterie. Et dans ces 1000 tonnes de qualité bijouterie, il y a peut-être, je dirais, allez, 100, 200, 250 kilos de diamants qui sont des diamants qu'on réserve pour le pur investissement parce que ce sont des très gros cailloux. Eh bien, les diamants, donc les pierres précieuses d'investissement, comparativement à ces deux-là, c'est un minuscule, tout petit, tout petit, tout petit camion en plastique mou qu'on donne à un petit bébé qu'on pourrait même pas lui donner parce qu'il risquerait de l'avaler tellement c'est petit. Donc voilà la proportion que ça représente par rapport à la Clio et ces gigantesques camions. Donc 10 kilos dans le monde de la réserve de valeur, ça représente rien du tout. Eh bien, sachez que ces 10 kilos, mesdames et messieurs, ça représente quand même pas loin de 3 milliards de chiffre d'affaires de pierres précieuses dans le monde entier, de pierres précieuses d'investissement. Donc, c'est quand même pas rien. Et ça vous dit aussi l'extraordinaire engouement qu'ont les gens pour ce type de pierre parce que proportionnellement, c'est beaucoup plus que le diamant et c'est encore plus que l'or en termes de valeur. Donc, c'est vraiment extraordinaire pour le même poids, hein, bien évidemment. Voilà. Donc, et les voitures électriques, c'est pareil, vous faites travailler des enfants dans les mines. Oui, bon, oui, tout à fait. Ben, c'est vrai, Anne disait, de nos jours, il y a des pierres artificielles. Eh ben, ben oui, c'est tout à fait exact. Voilà. Bon. Alors, donc ceci simplement pour vous donner le volume annuel des marchés
donc de l'extraction, hein, des mines, pour en termes de, bijouterie et ou, réserve de valeur. Bien, continuons. Parlons maintenant de la distribution. Donc la chaîne de distribution, de ces pierres, eh bien, ça part de la mine, donc avec, comme je l'ai dit, une extraction souvent artisanale. Je me répète, les rubis et les saphirs viennent essentiellement de l'ex-Birmanie, Myanmar, Sri Lanka, Thaïlande, Madagascar, Mozambique. Les émeraudes, Colombie et Zambie, d'accord, avec un épuisement général des mines, ce qui fait que les prix, ne font que monter et descendent excessivement peu. On va voir des courbes de prix tout de suite, plus loin. Alors, c'est une fois que ces pierres sont trouvées, bon, généralement, elles sont enchâssées dans de la roche, donc il faut vraiment décortiquer la roche doucement des pierres pour avoir la pierre seule. Donc c'est ce qu'on appelle le nettoyage et parfois il faut déjà pré-tailler pour justement pouvoir enlever la gangue de roche qui est, autour de ces pierres, de couleur. Évidemment, les grosses pierres, celles qui potentiellement peuvent devenir des pierres d'investissement sont envoyées vers Bangkok en Thaïlande ou Jaipur en Inde ou Anvers, qui est une très très grande Anvers en Belgique, qui est une très très grande plateforme pour la taille. À partir du moment où ça arrive là, donc je concentre maintenant mon attention sur les pierres précieuses d'investissement. Ces gemmes brutes sont taillées et polies, évidemment par des gens tout à fait spécialisés, qu'on appelle des lapidaires, d'accord. Et le prix de ces pierres augmente à ce moment-là de 50 à 3000 sans aucune espèce de difficulté. Évidemment, certaines de ces pierres sont chauffées pour augmenter l'éclat, mais par contre, ça en diminue le prix. Aujourd'hui, il y a un très gros marché là-dedans parce que beaucoup de gens voudraient avoir une très belle émeraude ou un très beau saphir, mais se disent, tant pis, je préfère avoir l'éclat et je dirais à mes amis que c'est une pierre pure alors que c'est une pierre chauffée. C'est malheureux, mais c'est comme ça, mais voilà, on essaie d'avoir le plus beau pour le moins cher possible. Donc ce marché des pierres chauffées augmente énormément, ce qui donne encore plus de prix aux pierres précieuses d'investissement qui, elles, sont toujours garanties, non chauffées, garanties par des instituts de gémologie. On verra ça tout de suite. Une fois que ces pierres sont taillées, eh bien, elles sont vendues à travers des plateformes spécialisées, généralement des enchères, à Anvers, Hong Kong, Bangkok, Jaipur, évidemment, là où se font les tailles, mais aussi par des ventes en enchères très, très importantes internationales comme Sotheby's et Christie's, avec évidemment des certificats, d'origine et de tout ce que vous voulez, obligatoires. On va voir d'ailleurs tout ce qu'il faut faire sur une pierre pour pouvoir la certifier et sachez que la société, de nouveau je le dis, la société DGM chez qui nous avons mis nos sous, eh bien, ont des pierres, mais que ne sont que des pierres avec des certificats de grands organismes certificateurs avec des pierres, de toute belle qualité. Il n'y a pas d'organisme de contrôle mondial comme pour l'or, par exemple, ou comme pour les diamants, qui seraient De Beers, hein, à Londres, mais la régulation se fait par des instituts de gémologie qui communiquent beaucoup entre eux, dont les plus connus sont, aux États-Unis, le GIA et 2 très, très grands, laboratoires suisses. Vous connaissez, le goût des Suisses pour le luxe. Eh bien, c'est pas étonnant que 2 des 3 plus gros laboratoires de gémologie mondiaux se trouvent en Suisse, l'un à Zurich et l'autre à Genève. Et donc, voilà, c'est ça et beaucoup d'autres, instituts de gémologie, comme à Paris, par exemple, beh, sont des émanations ou, des instituts qui travaillent très, très fortement en connexion avec ces 3 instituts que je viens de citer. Alors, Hem, par exemple, voici la photo de l'Institut du bâtiment, bon, un peu caché par les arbres, mais Institut de gémologie de France, d'accord? Qui se situe au 30 rue Cambronne à Paris, où, il y a aussi des formations dispensées de gémologues et je vous dis, c'est 3 ans d'études et d'examens théoriques et pratiques très poussés parce que je vous garantis qu'ils ne peuvent pas se tromper. À partir du moment où on donne un prix et une valeur à une pierre,
il faut que cette valeur soit véritablement reconnue et maintenue internationalement. Ça veut dire que si vous avez une pierre qui vient d'un institut de gémologie inconnu, ben, vous n'avez pas nécessairement la garantie du prix juste, tandis que si vous avez des pierres qui sont garanties par des instituts qui sont en connexion ou directement les 3 instituts que je vous ai cités, eh bien, automatiquement, vous avez des pierres dont on peut absolument être certain que la valeur ne descendra pratiquement jamais. Et si ça descend, c'est tout à fait temporaire. Et puis ça remonte aussi sec derrière. D'ailleurs, la volatilité du prix des pierres, j'avance déjà un petit peu, est évidemment beaucoup, beaucoup plus faible que la volatilité de l'or. Alors que ces instituts de gémologie, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils expertisent les pierres. Et d'ailleurs, ils ont évidemment des experts directement chez les tailleurs pour pouvoir ne pas devoir transporter ces pierres d'Anvers à Paris, puis retour à Anvers pour la vente. Ils ont évidemment des experts sur place. Bon. Eh bien, il y a toutes les pierres d'investissement, même les pierres de bijouterie, passent à travers 10 étapes d'inspection très importantes. La première, c'est une simple inspection visuelle à la loupe, voire même au microscope, et une inspection à la lumière ultraviolette. Pour ça, ça permet de détecter les pierres artificielles, les contrefaçons, les pierres chauffées, les pierres traitées, les pierres résinées, etc. Tout ça est automatiquement rejeté comme pierre d'investissement. Évidemment, il faut des pierres naturelles. Ensuite, les pierres passent au microscope, et ça pour vérifier les inclusions. Qu'est-ce que ce sont les inclusions? Ben, ce sont des petites traces de rochers, par exemple, du sable, que l'on peut retrouver à l'intérieur de ces pierres. D'accord. Pour un diamant, c'est relativement facile à voir. Pour des pierres de couleur, c'est un peu plus compliqué, mais au microscope, ça se voit instantanément. Évidemment, les pierres d'investissement les plus chères sont celles qui n'ont aucune inclusion, sauf peut-être certaines inclusions gazeuses qui permettent encore d'améliorer l'éclat et qui ne se voient pas, qui se distinguent même difficilement au microscope. Oui. Alors, ensuite, la pierre passe par ce qu'on appelle un polariscope pour aller voir comment la lumière est-elle éclatée. Il faut comprendre que dans ces pierres-là, ça joue exactement comme un prisme. Hein, si vous mettez, j'imagine que vous avez déjà vu cela, le soleil, il y a un rayon de soleil qui passe dans un verre d'eau et vous voyez que la lumière passe comme les couleurs de l'arc-en-ciel à travers le verre. Ces pierres jouent le rôle de prisme et donc on voit est-ce que la même lumière part dans plusieurs directions, la même type de lumière passe dans plusieurs directions, c'est ce qu'on appelle la bi ou la triréfringence. Eh bien, c'est ça qu'on voit. Plus la lumière est éclatée, plus la pierre a de valeur. Même chose pour la réfraction, c'est-à-dire comment est-ce que la lumière tourne à l'intérieur de la pierre de façon à ce que ça puisse augmenter son éclat et sa beauté. Bien. Ensuite, évidemment, on mesure le poids, hein, les carats, 0,2 grammes, donc c'est une mesure de poids. Et ça se fait à travers une balance extrêmement fine, jusqu'au millième de gramme, d'accord, tout à fait calibré, tout simplement en le mettant dans ce qu'on appelle le principe d'Archimède. On la trempe dans un liquide et on mesure simplement l'expansion du liquide. Ça nous donne le poids. Bon. Alors, donc la mesure de densité. Évidemment, je vous ai parlé de la pierre traitée ou non traitée, mais une chose qui est très importante aussi, c'est quand la pierre est taillée, eh bien, il peut y avoir des légers défauts dans la taille, volontaires ou non. Par exemple, pour éviter une inclusion, eh bien, on va couper légèrement différemment un côté pour éliminer l'inclusion, éliminer le petit grain de sable qui pourrait empêcher la lumière de passer de façon spectaculaire. Mais ça donne une coupe très légèrement différente. Donc les pierres les plus chères sont des pierres dont la taille est parfaitement symétrique, évidemment. Alors on passe la pierre dans un spectroscope Raman, ça s'appelle, pour, faire vibrer la pierre, mesurer sa dureté aussi et surtout vérifier est-ce qu'il n'y aurait pas des petites failles qui feraient que la pierre pourrait casser d'elle-même. Donc on passe la
la pierre à travers des ultrasons, tout à fait. C'est très... Et enfin, on va aller définir son origine, puisque on a on connaît exactement la composition des roches de toutes les mines, donc on sait, tiens, est-ce que ça sort de tel rocher ou de tel rocher? C'est ce qu'on appelle une roche métamorphique ou une roche basaltique, d'accord? Ce qui permet de préciser l'origine. Et dernièrement, on passe la pierre à travers une table de couleurs où bon, tous les bleus, tous les rouges, tous les verts sont représentés avec des noms pour chaque couleur et ça permet de définir exactement quel est le type de couleur, de décrire la couleur avec un mot et évidemment, d'après l'intensité de telle ou telle couleur, eh bien, le prix varie. Donc, il y a énormément de facteurs qui influencent le prix des pierres et ce qui est intéressant, je vais le montrer à la fin, mais je vous le dis déjà. Si vous êtes client chez DGM, que vous ayez acquis de l'or ou que vous ayez acquis des pierres précieuses, sachez que dans votre portail client, il y a toutes les pierres qui sont, vous avez une photo de toutes les pierres et les rapports d'expertise d'instituts de gémologie réputés en Allemagne qui vous donnent toutes ces informations. Donc c'est vraiment un métier très particulier et donc, parce que beaucoup de gens me disent: «Oui, mais des pierres, on peut mettre n'importe quoi». Mais quand vous voyez la batterie de tests à travers lesquels ça doit passer et que ces batteries de tests, elles sont standardisées, c'est une norme internationale, ben, on peut se dire que, évidemment, quand une pierre est estimée à 100 000, 200 000, 300 000 €, 1 million d'euros, eh bien, c'est qu'elle la vaut parce que, elle est passée à travers tous ces tests. Alors, quels sont donc les critères de valeur d'une pierre? Eh bien, c'est les fameux 4 C qu'on appelle la couleur, la clarté, le carat et le cut, c'est-à-dire la taille. Cut en anglais, ça veut dire couper, hein, la coupe ou la taille. Voilà. Alors, la couleur représente à peu près 50% de la valeur des pierres précieuses. C'est évidemment, je parle des pierres d'investissement, donc il faut que la couleur soit 100% naturelle, pas chauffée, pas traitée ni d'aucune façon. Et évidemment, ce qui donne, je me répète, ce qui donne la valeur à la pierre, c'est l'uniformité de la couleur sur l'ensemble de la pierre et pas des intensités de couleurs différentes d'après l'endroit que l'on regarde la pierre. Donc il faut que ce soit vraiment un équilibre harmonieux et une intensité pareille partout. La clarté dépend évidemment du nombre d'inclusions. Plus il y a de crasse à l'intérieur de la pierre, moins elle reflète la lumière. Et donc, évidemment, ça diminue énormément le prix. Néanmoins, certaines inclusions, surtout des micro-bulbes de gaz invisibles, eh bien, ont cette capacité de réfracter la lumière, de la casser ou de la faire tourner à l'intérieur de la pierre et d'augmenter l'éclat de la pierre. Ces inclusions-là ont au contraire un effet qui va augmenter la valeur de la pierre plutôt que de la diminuer. Voilà. Le carat, c'est le poids. Donc, un carat, c'est 0,2 grammes. Évidemment, le prix, comme je vous le dis, dépend essentiellement du poids et de la taille. D'accord? C'est-à-dire comment il est taillé, l'harmonie de la taille, évidemment, avec inclus la couleur. Bon. Et alors, les tailles, ben, il y a plusieurs tailles. Je vais vous montrer les différentes tailles qui existent. D'accord? Vous avez des tailles lisses, comme donc la pierre est complètement lisse. C'est très difficile de tailler une pierre parfaitement lisse, soit avec des facettes, soit elle est partiellement lisse, partiellement facettée. D'accord? Et elle peut être polygonale, circulaire, elliptique, ovoïde. D'accord? Et bien évidemment, ce sont les proportions et les symétries qui sont les plus importants dans la taille. Donc pour vous montrer les types différentes formes, à gauche, vous avez une taille, donc ce sont tous des rubis, une taille lisse, donc et circulaire ou circulaire, c'est un rond parfait, mais ici c'est pas absolument parfait, mais bon voilà, c'est une taille qu'on appelle circulaire, d'accord. Vous avez la polygonale et circulaire, c'est-à-dire une taille ronde et taillée, vous voyez parfaitement les coupes tout autour de la pierre, la façon dont ça a été abrasé. Vraiment en petits triangles pour donner tout cet éclat et créer des prismes à l'intérieur de la pierre pour la rendre encore plus lumineuse. Vous avez la taille polygonale ici avec des
plusieurs types de triangles différents et la forme est ovoïde. Et puis, vous avez polygonal et elliptique. C'est un peu comme un ballon de rugby, quoi. Voilà, c'est polygonal et elliptique. Ce sont des différentes tailles que l'on trouve dans les bijoux, mais aussi évidemment dans les pierres. Et pourquoi est-ce qu'on taille des pierres comme ça et pourquoi est-ce qu'on ne fait pas tous comme ça? Mais ça tient essentiellement aux inclusions. C'est-à-dire que si on veut récupérer un maximum de carats, un maximum de pierres, plus la pierre est grosse, plus la lumière joue à l'intérieur, si on veut récupérer un maximum de pierres, eh bien, il faut les tailler de façon à ce que on puisse perdre le moins possible de pierres en éliminant les inclusions, pour ne garder que ce qui est pur et sans inclusion. Et c'est parfois impossible, vu la configuration de la pierre au départ, de faire autrement que de la rendre ovoïde ou polygonale ou elliptique ou que sais-je encore. Voilà. OK. Pas polygonale, mais ovoïde, elliptique, circulaire. Il y a que ces formes-là. Bien. Ceci pour la taille. Alors, parlons un peu du prix maintenant, d'accord? Bon, ben, pour les émeraudes, l'augmentation moyenne du prix depuis l'an 2000, donc j'ai pris comme base 100 l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui, donc l'augmentation moyenne du prix des émeraudes, c'est à peu près de 10% par an pour des pierres de qualité joaillerie et jusqu'à 15% par an pour les émeraudes d'investissement. Donc si vous multipliez 15 fois 25, ben, on arrive déjà, hein, ça fait combien? 15 fois 25, ça fait 300 plus, ça fait à peu près 325% d'augmentation de valeur entre 2000 et 2025. Ça bat évidemment tous les marchés, toutes les bourses, etc. Il y a pas une bourse qui a fait 325% d'augmentation entre 2000 et 2025. Bon. Mais surtout les pierres colombiennes qui sont les plus prisées. Ce qui veut dire que les prix sont partis de 15 000 à 20 000 dollars le carat en l'an 2000, sont aujourd'hui entre 50 et 100 000 dollars le carat. Donc un carat, c'est 0,2 grammes, je le répète, en 2025 pour des émeraudes de qualité pierre d'investissement. En ce qui concerne les saphirs, ben, on a aussi une augmentation moyenne de 300%. Pour les saphirs d'investissement, toujours, évidemment, on parle non traité, d'accord? Donc, on parle de 15 000 dollars à 50 000 dollars ou plus. Euh, la différence de prix, la différence entre les prix de pierres d'investissement chez les saphirs est plus faible que chez les émeraudes, parce que dans les émeraudes, il y a des verres de toutes sortes, tandis que dans les saphirs, on recherche essentiellement ce bleu-ci, hein, c'est un bleu là jusqu'à un bleu un peu plus foncé, et donc le resserrement des prix est plus fort dans les saphirs que dans les émeraudes. Et enfin, dans les rubis, là aussi, une augmentation moyenne de 300% pour les rubis d'investissement, toujours non chauffés et non traités, jusqu'à 500% pour les rubis sans pigeon, donc les rubis qui viennent du Myanmar et du Sri Lanka. D'accord. Là aussi, on passe de 25 000 à 100 000 dollars le carat en 2025. Donc, ça fait quand même, vous vous rendez bien compte que des pourcentages pareils, c'est quand même intéressant, puisque l'or, depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, a fait 284% d'augmentation sur ces 25 ans. Donc, on est dans les mêmes proportions, voire même plus, dans les pierres précieuses d'investissement. Et c'est pour ça que ce marché est en train de grandir, grandir, grandir. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ce genre de pierres pour des réserves de valeur parce que justement, c'est une augmentation de prix beaucoup plus lisse, beaucoup plus standard, avec nettement moins de volatilité, mais par contre, ça augmente aussi beau, aussi fort que l'or, voire plus fort que l'or sur le long terme. Voilà. Alors, ici, je vous donne de l'Institut de gémologie allemand où se fournit DGM des exemples de prix. Donc, vous voyez ici, par exemple, un rubis de Mozambique qui n'est pas un sang de pigeon, hein, c'est pas un rouge profond, sang de pigeon, 7,06 carats, estimé valeur d'aujourd'hui 1 072 000 euros
pour 7 carats. 7 carats, si vous calculez bien, 7 fois 0,2, ça fait 1,4 g. Vous imaginez un peu? 1,4 g, c'est le prix, c'est allez, 1 gramme, c'est une demi-cuillère à café de sucre. Voilà, rase. Ça, c'est à peu près ça. Donc, c'est vous dire le faible poids et la valeur que peuvent avoir ces pierres, c'est absolument énorme. Moi, je suis tombé en arrière hein, quand j'ai vu ces prix-là. Je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi. Alors, on a un saphir de Sri Lanka qui est, vous voyez ici, il y a très peu de titane et fer dedans parce qu'il est presque blanc, d'accord, mais 159 400 € pour 10 carats, d'accord. On a une émeraude de Zambie, 2 carats 51, 23 000 €. On a une émeraude de Colombie, 2,44 carats, 24 400 €, d'accord. Et probablement que, vous voyez, c'est une pierre qui est très claire. Évidemment, à travers la photo, on ne le voit pas parce qu'on n'a pas le microscope, mais c'est garanti que ces pierres-là n'ont aucune inclusion. Ça, c'est tout à fait évident. Un saphir de Sri Lanka, 31 200 pour 3,04 carats. Un rubis de Mozambique, 1,07 carats, 19 600 €. Donc, vous vous rendez bien compte que c'est quand même des prix assez intéressants, importants. Et quand je vous dis, ce sont des pierres qui sont qui viennent d'instituts de gémologie. Donc, cette même pierre ici, chez un bijoutier, elle sera vendue 30 000 ou 40 000 €, hein. Donc, zéro problème. Donc, vous vous rendez bien compte que on parle de choses qui ont quand même une valeur énorme et qu'il y a énormément de demandes pour ce genre de choses, vu le prix. Parce que s'il n'y avait pas de demande, ben, je vous garantis que ces prix ne seraient pas aussi élevés, bien évidemment. Alors parlons un peu record de prix, d'accord. Eh bien, en juin 2023, il y a eu chez Sotheby's à New York un rubis de Mozambique, d'accord, pas de Myanmar, qui a battu le record du prix de vente d'un seul saphir, qui pesait 55,22 carats tout taillé. Ça a été vendu chez Sotheby's à New York en juin 2023 pour 34,8 millions de dollars, soit 33 millions d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous voyez ce même rubis serti dans une bague tenue par une main de femme, ici à droite en haut de votre écran, d'accord. Vous voyez ce même rubis dans une bague. Bon, évidemment, si vous mettez ça sur le doigt, je peux vous assurer que ça fait largement la largeur du doigt de la dame. Donc c'est ce qu'on appelle en Belgique une cartache. Mais 34,8 millions de dollars, je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour un caillou qui pèse 55 carats. Donc 55, ben ça fait 10 grammes. Qu'est-ce que j'ai? Oui, ça fait 55 fois 0,2. Oui, ça fait 11 grammes. 11 grammes, voilà. Une pierre de 11 grammes, 34,8 millions de dollars au doigt. Pas mal quand même. Bon. J'ai essayé de mettre la pierre dans sa proportion par rapport au Blue Bell of Asia, qui est le plus gros saphir jamais trouvé, 392,52 carats, parfait, d'une taille parfaite, sans inclusion, vendu chez Christie's à Hong Kong en novembre 14 pour la bagatelle de 17 millions de dollars, soit 15,8 millions d'euros. Ce caillou a été serti sur un collier de dame que vous voyez ici à droite sur l'écran. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche qui bouge, mais vous voyez un petit peu la taille de la pierre comparée aux mains de la dame. C'est quand même aussi une sacrée pièce, quoi. Voilà. Et enfin, le plus gros, enfin la bague la plus chère au monde en émeraude, c'est l'émeraude Rockefeller qui a été achetée par Rockefeller et offert à sa femme. Voilà, il a acheté une petite bague pour sa femme pour 18, pardon, qui fait 18, je ne sais plus combien carats, d'accord, vendu pour 5,5 millions de dollars. Voilà, c'est une petit cadeau de Monsieur Rockefeller. Il pouvait se le permettre avec tout ce qu'il nous a volé comme argent. C'est clair. Bon. Donc voilà, donc ce sont pour vous donner une idée de ce que peuvent valoir ces pierres. Et donc, il faut comprendre que dans ce marché-là, vous avez une pierre de cette même taille chez un bijoutier, vous diriez que c'est la même pierre, eh bien, ça peut être une archi-contrefaçon qui va vous être vendue pour 2 900 € et le mec qui fait encore 1000% de bénéfices dessus,
parce que c'est une pierre qui est complètement falsifiée. Et donc, vous comprenez que dans ce marché-là, il y a tellement de possibilités d'arnaque que c'est très, très important d'avoir un certificat d'un institut de gémologie reconnu sur le marché pour être certain de ne pas se faire rouler. Et donc, c'est pour ça que DGM, la société DGM, chez qui nous avons placé nos sous, eh ben, je répète, on le verra tout de suite. Vous pouvez trouver, je vais vous montrer même où, dans votre portail client, vous pouvez trouver la description de toutes les pierres dont vous êtes copropriétaire. Alors, ceci pour vous donner une indication de comment ont évolué les prix entre 2005 à 2024, donc sur 20 ans approximativement. Vous trouvez trois courbes. La courbe du bas, c'est les qualités de pierre mauvaises, généralement de la mauvaise bijouterie. D'un côté moyen, c'est les prix de bijouterie. Et la courbe au-dessus, c'est la courbe des pierres précieuses d'investissement de très haute qualité, avec évidemment certificat de gémologie. Bon, eh bien, les courbes, la performance du rubis de 2005 à 2014, à 2024 a fait une augmentation moyenne de 357%, avec une formidable flambée en 2023. Et je vais vous dire pourquoi tout de suite. On va voir tout de suite pourquoi. Pour ce qui concerne les saphirs, eh bien, c'est une courbe beaucoup plus lisse, beaucoup plus plate, mais qui augmente aussi, avec une augmentation de 208% pour la période 2005 à 2024. Et pour ce qui concerne les émeraudes, eh bien là aussi, il y a comme une énorme marche aux alentours des années 2014-2015, avec de nouveau un aplatissement à ce moment-là à partir de 2015, mais quand même ça continue à monter jusqu'à aujourd'hui. Et donc c'est une augmentation totale de 303% sur 20 années. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu ces marches d'escalier dans les émeraudes et et dans les rubis qu'on ne trouve pas au niveau des saphirs? Mais c'est très simple. En juin 2023, cette fameuse pierre, la Estrella de Fuga, a été vendue pour 34,8 millions de dollars. Ça a eu un effet absolument phénoménal sur le prix de tous les portefeuilles contenant des rubis. Les prix du rubis ont explosé, et particulièrement les rubis du Mozambique, qui sont aujourd'hui les plus nombreux vu l'épuisement des mines de la Birmanie. Et du coup, eh bien, les prix ont grimpé en flèche, mais pratiquement d'un coup. Et puis maintenant, ça continue à évoluer de nouveau de façon plus logique, on va dire comme ça. Mais c'est donc cette unique vente a fait exploser les prix du rubis. C'est incroyable. En 2014-2015, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette énorme marche ici au niveau des émeraudes? Ben, tout simplement parce que les mines, particulièrement la mine de Colombie, et avant que la mine de Zambie se mette vraiment en route, eh bien, la mine de Colombie a annoncé 2 années de suite qu'elle n'avait pas trouvé de pierre d'investissement suffisamment importante que pour organiser des ventes publiques, puisque je vous signale que ces gros cailloux sont toujours vendus généralement à l'encan, donc c'est comment est-ce qu'on dit ça? Des ventes publiques, hein, voilà, des ventes publiques. Ils n'ont pas réussi à organiser par manque de trouvailles de pierres de qualité investissement. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, comme l'offre s'est tassée et que la demande n'a fait que continuer, et ben, d'un seul coup, les prix ont explosé là aussi. Et ce qui est très intéressant à voir, c'est que ce n'est pas parce que les prix ont explosé en 2 ans de temps qu'après, ils sont redescendus. Non, non, les prix sont maintenus et continuent à évoluer vers le haut. Partout, vous voyez la même tendance. Et ça, c'est extraordinairement intéressant à comprendre, parce que ça veut dire que aujourd'hui, en tout cas, et on estime encore au moins jusqu'à 2030-2035, le nombre de gens qui s'intéressent à des pierres d'investissement ne fait qu'augmenter,
particulièrement en Chine et en Inde, puisque le contrôle de le- pardon, le marché de l'or est incroyablement réglementé en Inde et aussi en Chine. Et donc, par conséquent, les gens se jettent sur les pierres précieuses d'investissement, ce qui fait que si la demande ne fait qu'augmenter alors que l'offre reste relativement stable, voire en diminution, eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on constate? C'est que les prix ne font qu'augmenter. C'est absolument logique. Voilà. Et donc, on va voir maintenant le portefeuille de la société DGM, puisque ça, c'est la valeur du portefeuille de la société DGM qui possède euh, euh, un nombre identique de rubis, de saphirs et d'émeraudes, puisqu'ils achètent toujours 3 pierres ensemble. Ils appellent ça des triplets. Et donc, ces 3 pierres ensemble, les clients sont copropriétaires de l'ensemble des pierres, d'accord, en ce qu'on appelle des parts de pierres, et ces portefeuilles ne fait que évoluer. Eh bien, ici, vous voyez cette coupure qu'il y a entre là et là. Eh bien, cette coupure est due exclusivement à la vente du fameux rubis pour 34,8 millions de dollars. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait la société? Elle a remis toutes ces pierres dans un institut de gémologie et a demandé de faire une estimation, donc une valorisation de son portefeuille de pierres à cet institut de gémologie pour vérifier est-ce que notre portefeuille a augmenté, diminué de prix, etc., etc. Bon, ça a été un travail considérable, mais vous voyez que, eh bien, il y a un gap, il y a une augmentation de prix fantastique, puisque en moins de 2 mois, tout le portefeuille a pris 30% d'augmentation, alors que les saphirs et les émeraudes n'avaient pas nécessairement augmenté plus de prix. Non, simplement à cause des rubis, les rubis ont augmenté de 80% et ça a fait augmenter la valeur totale du portefeuille de 30%. Et depuis là, vous voyez que eh bien, cette ligne continue à monter. Alors oui, il y a des petits hauts et des petits bas, mais c'est vraiment des petits hauts et des petits bas. Si vous comparez ça sur la même période aux variations de l'or qui fait des mouvements comme ça, eh bien, les pierres précieuses font des mouvements de ce type-là, ce qui donne une garantie à toute personne qui veut mettre son argent d'épargne dans des pierres précieuses, ça donne une garantie d'une stabilité extraordinaire du prix. Et donc, si la personne a besoin de vendre, par exemple, quelques pierres, eh ben, elle est certaine ou presque certaine de ne jamais perdre une opportunité, parce que si elle devait vendre de l'or à ce moment-là et que l'or est dans un creux, elle va se dire, zut alors, je vends l'or au plus mauvais moment, tandis que ici, dans les pierres précieuses, il n'y a presque pas de plus mauvais moment, ça n'existe pas. Les lignes sont vraiment trop. Alors, le petit point noir ici, ben, c'est 2023. Hein, c'est comme partout, c'est 2023. Et la demande a chuté très fortement au moment du Covid, et puis c'est reparti vers le haut. C'est tout. C'est vraiment pas compliqué à comprendre. Donc, vous voyez que de 2021 à 2025, eh ben, la valeur du portefeuille a augmenté de 81,38%. À nouveau, ça bat tous les marchés. Et donc, vous comprenez pourquoi la pierre précieuse d'investissement est vraiment une alternative absolument fantastique à l'or et généralement beaucoup plus stable encore. Bon. À ce sujet, je voudrais dire que la société en question offre d'ailleurs comment dirais-je, une condition spéciale pour les gens qui souhaiteraient constituer l'équivalent d'une assurance vie, mais adossée à des pierres précieuses d'investissement, plutôt qu'être mettre leur argent dans une société d'assurance vie qui va vous rapporter lamentablement 2,5 à 3% par an, avec une inflation à 6%, donc on perd déjà de l'argent, alors qu'ici, vous voyez que l'augmentation est en moyenne de 8,5, 9, 10% par an, sans coup faire rire, et depuis des années. Bon. Alors ceci, vous êtes donc client de DGM. Eh bien, si vous allez dans votre portail client, d'accord, vous allez chercher WAP24, vous cliquez sur WAP24 pour ceux qui ne l'ont jamais fait, et vous tombez sur une page qui est celle-ci, d'accord. Eh bien, sur cette page-là, vous avez une ligne qui s'appelle portefeuille de pierres précieuses. Et donc, si vous cliquez sur le petit onglet là, ici, vous voyez la petite flèche qui est normalement vers la droite, ben, elle devient une flèche vers le bas. Vous voyez ceci qui c'est le menu déroulant avec l'aperçu du portefeuille des pierres et ensuite
photos et certificats à l'appui de chaque rubis, chaque émeraude et chaque saphir détenu par cette société, dont nous sommes les copropriétaires, je vous le signale. La société garde pour nous ces pierres, mais ce sont nos pierres, ce n'est pas les pierres de la société. Eh bien, vous avez là le prix auquel c'est acheté, le prix auquel c'est régulièrement réévalué, puisque ces travaux se font tous les mois de janvier. On refait exactement la revalorisation de toutes ces pierres euh, pour, euh, pour, euh, pour donner aux clients la valeur exacte de leur avoir, de leur épargne, mais cette fois-ci en pierre. Donc ceci est vraiment intéressant et je vous invite pour toutes les personnes qui auraient déjà accès à un portail client de chez DGM de faire cette démarche, d'aller regarder. Je vous jure, c'est absolument passionnant. Évidemment, tous les rapports sont faits en allemand puisque la société est allemande, mais avec la traduction de Google, vous avez la traduction instantanée en français. C'est pas vraiment compliqué à comprendre. Donc voilà pour ces clients-là. Voilà, j'en ai terminé. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, je voudrais vous dire d'abord merci de m'avoir suivi ce soir. Et puis, si vous voulez en savoir plus ou si vous êtes toujours intéressé de placer votre épargne, et je vous garantis que on est dans les dernières semaines, peut-être les derniers jours, on approche quand même dangereusement du mois de juillet. Je rappelle que au mois de juillet, il y a quelques délais très importants pour les États-Unis tant que pour la France, puisque les États-Unis doivent renouveler 9 000 milliards de dollars d'obligations qui étaient des obligations qui arrivent à terme et qui étaient des obligations qui rapportaient du 0,25, 0,5%. Ils vont devoir maintenant payer à la fureur de monsieur Donald Trump, ils vont devoir payer probablement 4,5, 5%. Donc ça veut dire que les intérêts payés par les Américains vont passer d'environ, je dis combien, de 600 milliards à probablement 2000 ou 3000 milliards qui vont devoir payer, non, ça c'est trop, c'est 1500 milliards par an qui vont devoir payer d'intérêts sur la dette contractée par l'Amérique. Donc, si, si en plus de ça, les pays, hein, c'est ce que Antoine nous a montré l'autre jour, si il y a en plus 100 pays qui se coalisent pour essayer de dumper, donc de jeter les obligations sur le marché, plus que les obligations qui doivent être renouvelées, eh bien, il risque de se passer une chose, c'est que le dollar va chuter terriblement, l'euro va chuter aussi, ça c'est tout à fait évident, mais surtout ce qui va se passer, c'est que le prix des pierres précieuses et les prix de l'or va flamber. Et donc aujourd'hui, mettre votre argent dans de l'or ou des pierres précieuses, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et pour les Français, il y a encore un danger supplémentaire, c'est qu'aujourd'hui, la France est en pourparlers. On n'est pas encore sous le contrôle total, mais en tout cas, il y a des discussions qui sont en cours entre la Banque de France, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international. Si le Fonds monétaire international intervient en France, les chances que nous passions à un système à la grecque, comme ça s'est passé en 2013, pour ceux qui ne se souviennent pas de 2013, ben allez chercher sur Internet, s'il vous plaît, les catastrophes sociales et économiques qu'ont représenté les mesures prises, imposées par le Fonds monétaire international pour supporter la France et soutenir la France financièrement, eh bien, je vous garantis que ça va faire horriblement mal. Et bien évidemment, ce qui va se passer, c'est que à ce moment-là, eh bien, tous ceux qui auront de l'argent dans les banques vont se retrouver complètement coincés parce que comment ça s'est passé en Grèce, comment ça s'est passé sur Chypre, comment ça s'est passé au Liban, même topo, même façon de faire. Un lundi, on se réveille, il n'y a plus de banque. Les banques sont complètement fermées. Il y a un cadenas sur toutes les portes bancaires et même les distributeurs de billets se sont arrêtés. Donc, plus moyen d'accéder à des sous.
Et puis, après ça, ben, les gens reçoivent un petit coup de fil ou un petit mail de la part de leur banquier en disant: «Veuillez nous donner la composition de votre ménage et on va vous dire combien d'argent vous pouvez retirer chaque semaine pour vos besoins, de nourriture». C'est tout et c'est tout ce que vous pourrez retirer. Fini les vacances, fini les trucs et les machins, la seule chose qui va encore fonctionner, c'est le paiement de votre électricité et votre gaz par prélèvement automatique, mais pour le reste, tout sera bloqué. Je ne dis pas que ça va se passer, je dis que le risque en France commence à devenir énorme que ça se passe. Alors, vous imaginez que ceux qui ont de l'argent investi dans de l'or, ceux qui ont de l'argent investi dans des pierres précieuses, eux vont s'en sortir brillamment, alors que ceux qui ont de l'argent encore coincé dans la banque, eh ben, c'est terminé. Au revoir, mesdames, au revoir, messieurs. Vous allez passer de très, très mauvais quarts d'heure. Donc, je vous dis très honnêtement, c'est le moment de réfléchir très sérieusement à acquérir de l'or et ou des pierres précieuses. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est pas jojo comme message, mais malheureusement, c'est la vérité. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que j'ai pas été trop long et verbieux. En tout cas, merci de votre écoute et je me réjouis de vous retrouver dans 15 jours. Au revoir. Alors, je dois récupérer